8e siècle avant Jésus-Christ, sur l'une des hauteurs des monts Prénestins, se dresse une ville qui puise son origine parmi les héros et les dieux, les fables et les légendes. Son nom est Préneste, et selon l'historien Strabone, le fondateur s'appelait Télégone et était le fils d'Ulysse et de la magicienne Circé. Pour Virgile, cependant, le fondateur de Préneste est Século, le fils du dieu Vulcain, né d'une étincelle de son immense feu. Quiconque ait été le père de la ville, Préneste, aujourd'hui Palestrina, est toujours là-bas, en position stratégique, a dominé la vallée du fleuve Sacco et a contrôlé depuis les hauteurs ce passage obligé entre le Latium et l'Italie méridionale. La partie la plus ancienne de Préneste est celle qui se situe où s'élève aujourd'hui le château Saint-Pierre et où les restes des grands remparts polygonaux rappellent à peine la complexité de l'acropole qui dominait tout le reste. Rome n'est qu'à 40 km, mais Romulus n'avait pas encore tracé dans la terre le sillon qui donnera vie à la ville éternelle. Préneste a été construite le long des terrasses qui suivaient la morphologie du mont Ginestre, du haut vers le bas, jusqu'à se consolider à l'endroit où s'élève aujourd'hui Palestrina. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ que Préneste commence à vivre dans l'éclat et la notoriété, quand désormais, assujetti à Rome, il devient l'un des endroits les plus importants du culte religieux. C'est le sanctuaire de la Fortuna Primigenia qui fait de cette ville l'un des centres les plus renommés et fréquentés du monde romain. Ce prodige architectonique d'inspiration hellénistique est aujourd'hui surplombé par l'imposante masse du palais Colonna Barberini, édifié à partir du XIe siècle et achevé dans sa forme actuelle au début du XVIIe siècle. On peut tout de même s'apercevoir de la complexité et de l'immensité du sanctuaire en observant la grande maquette conservée dans le musée archéologique de la ville. Le sanctuaire, situé en position dominante sur le forum et sa ville, avait des rampes et des escaliers d'accès qui mettaient en communication les différents niveaux et étaient embellis par des exèdres, nénuphars et cryptoportiques. 6 terrasses en dégradé se terminaient avec la grande cavea et, sur la 4e terrasse, du bas, avait lieu le culte de l'oracle avec la statue de la déesse Fortune allaitant Jupiter et Junon. D'ailleurs, Préneste était un centre important de par son histoire et possédait par ailleurs une structure urbaine riche et complexe. Ce que l'on appelle aujourd'hui aire sacrée n'est autre que la basilique de la ville. Construite à l'origine en 4 nefs, elle avait 2 pièces très particulières, l'intro delle sortie et l'aula absidata. Une grande partie de l'abside était englobée dans les structures d'un ancien séminaire et, très probablement, le tout faisait partie d'un sanctuaire de la déesse Isis, divinité de l'ancienne Égypte, devenue avec le temps la déesse Fortune des Romains.
L'intro dès les sorties est peut-être l'endroit le plus fascinant de toute l'ère sacrée. Un parti naturel et un parti artificiel, il avait des jeux d'eau complexes qui exaltaient les minuscules tesselles qui composent la mosaïque Marie. Celles-ci, par chance, sont encore en partie en place avec les protagonistes de la scène représentés de façon extraordinairement réaliste. C'est le sol de l'abside qui témoigne au mieux de l'incomparable rareté et valeur de l'endroit. On l'appelle la mosaïque nilotique et c'est l'une des plus extraordinaires réalisations artistiques de ce genre que l'Antiquité nous ait laissée. Environ 25 mètres carrés de minuscules tesselles représentant l'inondation du Nil dans son parcours depuis la Haute-Égypte jusqu'à la côte méditerranéenne. Une image quasi photographique du grand fleuve qui, au nord, coule pur et vigoureux dans sa nature et où les chasseurs nubiens errent encore dans un environnement primitif et sauvage. En allant vers le sud, et donc vers l'Égypte classique, tout devient plus construit, plus à mesure d'hommes, avec des cabanes, fermes, temples, et avec des personnes bien habillées, s'affairant dans les diverses activités de la vie quotidienne. Crocodiles, lions, hippopotames et rhinocéros, le tout comme dans une photo datant d'il y a 2000 ans. Cependant, Palestrina ne se réduit pas à Praeneste. Comme toujours, dans les villes qui perdurent dans le temps, il arrive que depuis la phase antique se superpose jour après jour le travail des époques successives dans une stratification qui en détermine l'unicité. Palestrina représente tout aussi bien le Moyen-Âge que la Renaissance et le Baroque. Chaque style a laissé son empreinte dans les églises, les portes, les palais, ainsi que le tissu urbain de la ville propose un parcours qui reste ininterrompu de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais Palestrina est renommée dans le monde assurément aussi pour son enfant le plus connu. Giovanni Pierluigi Palestrina fut, dans son domaine, un vrai révolutionnaire. Inventeur au XVIe siècle d'un nouveau langage polyphonique dans le domaine de la musique sacrée, grâce à sa technique du contrepoint, il donna naissance à la polyphonie vocale sacrée de la Renaissance qui, au travers de son enseignement, se répandra ensuite dans toute l'Europe. Aujourd'hui,
Dans sa maison du centre historique, un précieux musée avec bibliothèque conserve les documents originaux et mémorables liés au grand compositeur. D'autres importants personnages de la culture sont passés par les murs de Palestrina. Des personnages insoupçonnables comme les frères Heinrich et Thomas Mann qui, après le décès de leur père, vinrent passer dans la ville leurs étés de 1895 à 1897. La ville a été une source d'inspiration pour tous les deux. Heinrich s'inspira de Palestrina pour son roman La Petite Ville, tandis que Thomas conçoit dans la ville même le pacte diabolique de son docteur Faustus. Décrire un lieu qui a 2700 ans n'est peut-être pas si simple. Le temps peut être comprimé dans une histoire, les images peuvent synthétiser de longues et complexes phases de l'histoire, mais la vraie saveur de tout lieu doit être dégustée directement et sans intermédiaire. Comprendre la grandeur d'une civilisation en faisant directement l'expérience de ce que cette même civilisation a produit pour se représenter elle-même est la seule façon de comprendre jusqu'au bout les hommes et les histoires que cette société a produits. Les objets d'un temps si lointain sont toujours dans notre mémoire, une mémoire dont personne ne devrait jamais oublier l'existence. Palestrina, comme tous les endroits où l'histoire n'a jamais interrompu son long chemin, n'est pas seulement cela, mais beaucoup plus. Et comme toutes les choses précieuses, elle ne peut pas être uniquement imaginée, mais doit être vécue directement et sans intermédiaire.